Bon après-midi à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous dans ces nouveaux numéros de votre émission en débrief sur RTGA FM, émission réalisée et mise en onde par Yannick Mahamba sous la coordination et la supervision de Simon Kabamba. Merci de nous suivre ici à Kinshasa en province, notamment dans le Congo central, à Matadi, à Moanda, mais également au Nord Kivu, à Goma, à Massissi, à Butembo. Vous nous suivez également en ce moment à Kisangani et dans les différentes villes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne électorale et surtout les offres politiques des candidats face aux attentes de la population. On en parle avec mes deux invités qui sont dans ces studios. Je suis avec Freddy Mulumba, candidat député national à la Lukunga, numéro 940. Vous êtes le bienvenu en débrief, Freddy Mulumba. Alors, vous êtes face à Maître Michel Kazadi, analyste politique indépendant. Bienvenue en débrief également, Maître. Merci. Vous avez suivi notre thématique du jour et si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre standard, c'est le 097 30 50 850. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Freddy Mulumba, en plus de notre thématique du jour, avez-vous autre sujet d'actualité que vous aimeriez bien évidemment commenter ? Oui, je pense que le départ de l'EAC, donc l'armée de l'EAC du Congo, la force régionale, oui, les troupes de l'EAC. Les troupes de l'EAC, je pense que c'est un grand coup contre Ruto, qui était le président kenyan, qui était trop arrogant, qui pensait nous donner des leçons. Je pense que Fachi vient de nous montrer qu'au Congo, il n'y a pas de danseurs. Il y a quand même des leaders qui tiennent beaucoup plus à la dignité et à rendre le peuple congolais fier. Parce que l'imaginaire de Ruto, c'était nous sommes les danseurs, on aime que la musique, il l'avait dit clairement. Mais ce qui s'est passé à Brazzaville, dans la salle, quand Fachi a pris parole, Ruto avait fui, n'avait pas participé, n'était pas dans la salle quand le président Tshisekedi avait pris parole. Et puis il a été très clair pour demander aux Africains. Nous sommes les Africains, mais il y a les Africains qui sont contre l'Afrique. Monsieur Ruto roule pour les intérêts des globalistes. Voilà pourquoi les forces de l'EAC posent problème chez nous. Il faut dire que les forces de l'EAC, ces troupes ne sont pas toutes parties. Hein. Il n'y a eu que 100 soldats kenyans qui ont quitté tous. Goma Ils vont partir le week-end. Ils vont partir avant les 8. Ils partiront tous. Mais c'est déjà quand même une grande victoire pour Fachi. C'était pas facile. Derrière Ruto, vous avez tous les bandits du monde, ce qu'on appelle les globalistes, tous ces voleurs qui pensent toujours du mal du Congo. Donc Fachi vient de remporter la première victoire. Pourtant, Fachi n'était pas à couteau tiré avec Ruto que vous diabolisez, vous semblez diaboliser. Non, on ne diabolise pas, tu sais. Fachi, c'est un homme d'État. Il y a des manières qu'il faut utiliser pour parler. Mais il faut dire qu'à un moment donné, quand il parle sans papier, c'est là où vous verrez les véritables Fachi. Les fils de son père, avec des réflexes. Vous savez, Fachi a vécu dans une situation avec son père. Il est resté marqué. Et en tant que fils de son père, Fachi ne sera pas le peuple congolais être humilié par n'importe quel peuple. Voilà pourquoi M. Ruto aujourd'hui, je pense que il aura difficile à rencontrer Fachi quelque part, les regarder dans les yeux. Donc, il faut confirmer ici la victoire de Fachi sur la vision de Ruto. Mais vous n'avez peut-être pas rappelé aussi à nos auditeurs qu'il y a eu tout récemment une délégation de la SADC qui était venue en RDC qui a signé avec le gouvernement congolais l'acte d'engagement du déploiement imminent de troupes de la SADC. Oui, je pense que c'est important que la SADC vienne aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Personne ne viendra mourir à notre place. Personne ne viendra mourir à la place des Congolais. Je pense qu'ils sont là d'une manière un peu temporaire. Mais on a déjà une armée forte.
Je pense que M. Kagame aujourd'hui ne dort pas tranquillement. Et il est au courant que nous sommes prêts à les frapper quand on veut. Donc quand on dit frapper, pas chez lui, du moins ceux qui occupent notre territoire. Et là, Fachi est décidé à mettre de l'ordre à l'Est. Personne ne mourra à la place des Congolais et donc il n'est pas évident que d'autres forces viennent en appui à celle de la RDC. Non, je te dis que nous sommes très forts. Êtes-vous sûr, M. N'était Freddy l'intervention des Américains, M23 avec les RDF là, ça serait déjà terminé. Vous dites qu'on est fort, mais comment évaluez-vous le rapport de force entre l'armée nationale et l'ennemi, et les M23? Non, c'est dit qu'il y a des interventions. Fachi avait décidé de mettre de l'ordre à l'Est. Hein. Et vous savez, on a formé combien de gens, combien de militaires? On a acheté beaucoup d'armes. On est très fort, mais on ne veut pas toutefois mettre les amis mal à l'aise. Quand les amis demandent d'arrêter, on arrête. Mais ça ne va pas durer longtemps. N'êtes-vous pas là en train de vanter un bilan de Tshisekedi sur le plan sécuritaire, bilan qui visiblement paraît mitigé, Freddy Mulumba? Oui, je pense qu'il n'y a pas de bilan, il y a des faits. Allez poser la question aux gens de l'Est. Ils étaient sous domination de Kigali. C'était Kagame le patron. Aujourd'hui, avec la présence de nos troupes, avec la volonté politique du président Tshisekedi, au moins à l'est du Congo, les gens commencent à respirer. Ils ont confiance en eux parce que c'est notre territoire, ce sont nos terres. On ne peut pas accepter qu'un individu comme Kagame se permet de raconter au Bénin. Il a dit clairement, ce n'est pas la terre, on ne cherche pas seulement, ce n'est pas les M23 le problème. Il dit qu'on a des terres à revendiquer au Congo. Tu vois un peu? Il parlait, il pensait qu'on pouvait les laisser faire. Il ne va pas s'installer au Congo. Kagame, avec tous ces Rwandais-là, vont rentrer à Kigali. Et ils verront, laissons le temps au temps. Alors, dernière question pour finir votre biscuit. Vous avez suivi les dernières recommandations des États-Unis qui suggèrent à Kinshasa et Kigali des solutions diplomatiques pour mettre fin à ces conflits. C'est normal. Je ne pense pas que l'Amérique peut vous demander d'aller faire la guerre à Kigali. C'est normal qu'il demande à Kinshasa de stopper, ce qui est normal. Mais je pense que le président Tshisekedi a répondu à nos amis américains quand il était à Goma ou bien à Goma, donc vers le Bas-Congo. Il apparaît clairement. Lui ne pourra jamais rencontrer Kagame. Ils vont se voir au ciel. Tout est très clair. Dois-je vous rappeler ici que le jeune résistant patriote dit Ouazalendo avait reconquis Kichanga, et Kichanga qui finalement a été repris par le M23. Pourquoi le FARDC n'avait pas assuré le contrôle de cette cité? Je pense qu'on a signé certains accords à Luanda, aussi à Nairobi. On respecte un peu. Mais vous allez voir comme les autres sont partis. Attendons après l'élection. Après la réélection du président Tshisekedi. Attendons au mois de janvier. Vous verrez notre Congo. On va commencer à nous respecter. Merci Freddy Mulumba. Vous me paraissez un peu plus optimiste quant à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois que nous allons aussi en parler tout au long de cette émission. Alors, Maître Mike Michel Kazadi, vous avez aussi votre part des biscuits. Merci mon cher ami. Ma part des biscuits, je vais parler de la crise au sein de la CNDH. C'est une question que beaucoup de personnes pensent négliger, mais c'est très sérieux cette question, parce que la CNDH a été établie par la loi organique numéro 13 de 2013, du 21 mars 2013. Depuis qu'elle est instituée, cette Commission nationale des droits de l'homme a connu une première équipe, une deuxième qui vient d'être mise en mouvement, entérinée le 15 décembre 2022 par une résolution de l'Assemblée nationale. Il y a une équipe qui a été mise en place conformément aux structures qui ont été présentées, qui ont présenté des candidats auprès de l'Assemblée nationale. Mais il s'est fait que, après un long moment, une équipe a été mise en place, mais il y a des individus habités de mauvaise foi qui combattent ce bureau qui a été mis en place, qui est parrainé par M. Paul Tsapou, que tout le monde connaît,
avec sa vice-présidente, Madame Mbamba Kona Joël, qui est une avocate, M. Kalindi, qui est un rapporteur, ainsi que tous les bureaux qui ont été mis en place. Mais c'est fait que, depuis un certain moment, au lieu de travailler pour le bien de la population, pour le bien des droits de l'homme en République démocratique du Congo, cette commission, au lieu d'être modèle, elle devient un lieu de règlement des comptes et de conflits inutiles. Alors qu'en cette période électorale, il faut des monitoring pour surveiller et contrôler les comportements des candidats sur terrain en rapport avec le respect des droits de l'homme. Mais curieusement, ils n'ont qu'un 5 ans de mandat, mais ils ont perdu presque toute une année sans fonctionner convenablement. Et ça, c'est regrettable pour notre pays. Imaginez qu'il y a une dame au sein de la Commission nationale des droits de l'homme qui se prévoit d'une qualité qui n'est pas à elle. Elle se présente comme présidente alors qu'elle sait bien que le Conseil d'État, par un arrêt, a réhabilité le président Paul Sapou, qui a été évincé irrégulièrement en date du 1er septembre de cette année par une plénière convoquée arbitrairement et illégalement, dès lors que le règlement intérieur de cette Commission nationale des droits de l'homme parle en son article, je crois, 5, qu'il ne faut pas y avoir de pression politique lorsqu'on prend des décisions. Mais curieusement, une plénière convoquée en violation de la loi, en violation de l'article 33 qui exige qu'il y ait 2/3 des membres composant la plénière. Or, la plénière, si vous suivez, elle est composée de 9 membres. Si vous prenez les 2/3, ça serait 6 membres. Mais cette plénière a été convoquée par un groupe d'individus à 5 personnes et il désigne une présidente d'une sous-commission qui devient président de la Commission nationale des droits de l'homme en violation alors que le président en exercice est encore en fonction. Qu'à cela ne tienne, M. Sapou étant légaliste, a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a réhabilité par un arrêt référé liberté que tout le monde connaît. Mais très grave, les mêmes personnes qu'on peut qualifier de rebelles s'organisent pour créer un nouveau PV en dépit de l'arrêt du Conseil d'État pour se prévaloir d'une qualité qui ne leur est pas accordée. Le Conseil d'État avait estimé pour sa part que dès lors que le quorum n'est pas atteint, il y a lieu que M. Paul Sapou recouvre sa place au bureau de la CNDH. Si je vous dis que hier, un désordre a eu lieu à cette commission où les gens se sont bagarrés, vous imaginez, alors que ce sont des points pour lesquels vous, journalistes, vous devez attirer l'attention sur la responsabilité des animateurs des institutions de notre pays. Vous parlez justement du bras de fer entre Paul Sapou et la dame Gisèle Kapinga. Mais je crois que le problème a été déjà résolu. Paul Sapou a été évincé et puis il a repris son poste, celui qui assure le fonctionnement de CNDH. CNDH qui est l'une de 5 institutions d'appui à la démocratie. Et elle veille sur le bon usage, soit l'application du droit de l'homme par les gouvernements congolais et d'autres institutions privées. On sait, Christian, cette commission ne fonctionne pas. Ça fait 3 mois qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que ces conflits internes créés par la dame que vous présentez, une avocate de surcroît, je ne sais pas qui est derrière elle. Parce que vous avez reconnu que c'est Paul Sapou qui engage la CNDH. Aujourd'hui, tous les partenaires internationaux et nationaux ne savent pas collaborer avec la CNDH parce qu'il y a ce désordre-là. La dame se prévoit de la qualité alors qu'elle sait bien qu'elle est présidente de la commission qui s'occupe des droits de l'enfant. Mais c'est très grave qu'aujourd'hui, elle se promène, elle crée un désordre qu'on ne sait pas qualifié au sein de la CNDH. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui et comment.
C'est pourquoi nous attirons l'attention des animateurs de cette institution de l'autorité publique, parce que la CNDH, en cette période électorale, doit jouer un rôle clé, surtout dans le monitoring du comportement des candidats sur terrain. Et ça, nous regrettons qu'on n'attire pas beaucoup d'attention là-dessus, ainsi que j'invite les animateurs à plus de clairvoyance pour éviter que les choses pareilles puissent continuer. Au cas contraire, nous allons considérer que la dame qui se prévale de la qualité de présidente serait en rébellion contre les décisions de la République démocratique du Congo, notamment la décision du Conseil d'État qui réconforte M. Sapou comme président de la CNDH. Pour terminer, je vais vous faire... J'aimerais juste savoir si la dame Gisèle jouit d'une... je dirais, si elle a justement cette capacité de nuisance. Mais c'est d'autant plus que c'est Paul Sapou qui engage le CNDH. Mais si vous êtes président d'une commission ou d'une structure étatique et qu'il y a une personne qui crée les désordres, vous pouvez poser la question, qui est derrière cette personne? Pourquoi en cette période électorale? Qui fait quoi? Qui dérange? Est-ce la personne de Paul Sapou ou il y a quelque chose qui se cache derrière cette guéguerre en interne de la CNDH? Imaginez-vous, une dame qui préside une commission se permet d'écrire à la vice-présidente de la CNDH une lettre récente que j'ai lue dans les réseaux sociaux, lui demandant de s'expliquer des faits qui se passent au sein de la CNDH. Et en violation des règles, parce que la dame n'est pas présidente de la CNDH, elle est présidente d'une sous-commission chargée de la protection de l'enfant. Et si nous continuons dans cet élan, nous pensons qu'un jour risque d'y avoir mort d'homme et l'autorité publique doit prendre ses responsabilités, parce que en cette période électorale, nous attendons beaucoup de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup, Maître Michel Kazadi, pour votre coup de gueule, pour votre plaidoyer en faveur de Paul Sapou, président du CNDH. Je parie que vous êtes son avocat, peut-être. Je ne suis pas son avocat, mais je suis un observateur. C'est la question de la République démocratique du Congo et surtout la question qui touche aux institutions de la République. Nous devons être très regardants là-dessus. Merci beaucoup. Nous parlons maintenant processus électoral, mais également campagne électorale. Freddy Moulumba, je viens à vous. D'entrée de jeu, vous êtes candidat à la Lukunga, numéro 940, ici à Kinshasa. Non à la balkanisation. Ezali Kamba Mabele, c'est votre slogan. Oui, c'est le slogan du peuple congolais qui a beaucoup souffert de cette humiliation, cette occupation, de cette menace qui vient de l'extérieur. Je pense que normalement, durant cette campagne électorale, ça devrait être les sujets les plus importants, même les débats, au cœur du débat de la campagne. Y a-t-il péril dans la demeure? Si. Les Rwandais occupent le Congo, donc l'Est du Congo, il y a des coins où on ne contrôle pas. Normalement, tous les hommes politiques congolais devraient en parler, mais c'est curieux que pendant cette période de campagne, les gens sont ailleurs. On ne comprend pas. On ne comprend rien. Normalement, tous les hommes politiques, tous les parlementaires en particulier, donc ceux qui veulent être candidats députés, devraient en parler. Parce qu'on ne peut pas être député sans contrôler, sans savoir ce qui se passe à l'est du Congo. Quand on regarde un peu les anciens députés qui viennent de partir, c'était rare d'avoir des débats au Parlement. Il faut dire que c'est grâce au président Bosso qu'il y a quand même certains débats. Mais d'une manière générale, il n'y avait pas de débat sur la guerre à l'Est, sur l'occupation rwandaise. Freddy Moulumba, avant d'entrer dans le fond de notre dossier aujourd'hui, vous faites votre entrée en politique. Fallait-il attendre l'arrivée de Félix Tshisekedi pour le faire? Non. C'est une décision que j'ai prise face à certaines circonstances. Vous savez, j'ai fait les combats contre la balkanisation de notre pays depuis 2009. Mais curieusement, nos hommes politiques ont peur de parler de ça.
ont peur de pointer du doigt les Rwandais et les multinationales occidentales qui sont à la base de ces projets. J'ai dit oui, ça suffit. Maintenant, moi, je prends mon projet contre la balkanisation, j'entre en politique. Ce n'est pas entrer en politique pour chercher les 21 000 $, pas pour chercher le pouvoir. Mais au moins que ces problèmes soient traités au sein du Parlement. C'est important. C'est le travail d'un parlementaire. Mais comme ceux qui sont au Parlement, ou bien ceux qui devraient parler de cette question ne le font pas, j'ai décidé d'y entrer. Mais aussi, en dehors de la balkanisation, nous sommes tous de Congolais. Les pays extrêmement riches, il y a un certain contraste, entre les richesses du Congo. Je dis les richesses, ce n'est pas de potentialité, parce qu'on a de l'or, ça existe, on a des diamants. Les richesses du Congo et la pauvreté, la misère de notre peuple. Ça ne peut pas s'expliquer. Un pays extrêmement riche, une population extrêmement pauvre. Comment expliquer ça? Donc, il y a d'abord ce que je peux appeler l'héritage colonial, mais aussi le néocolonialisme. On arrive, Fadi Mulumba. Ouais. Vous êtes une grande gueule. Pendant 13 ans, vous avez mobilisé contre la balkanisation à travers des colloques, des conférences, débats devant les étudiants et d'autres scientifiques. Est-ce que l'entrée de Fadi Mulumba en politique apporte-t-elle une nouvelle dynamique dans sa lutte anti-balkanisation? Oui, je vais t'expliquer ici. On faisait des conférences, on faisait des émissions pendant 13 ans. Les discours sur la balkanisation n'ont pas été repris par les hommes politiques. Je pense qu'il y a le président Tshisekedi qui en a parlé partout. Il explique aux gens. Mais au niveau du Parlement, au niveau de la classe politique, quand le président Tshisekedi parle, il n'y a pas les relais. Ça s'arrête là-bas. Donc, je pense que mon entrée au Parlement ne serait pas seule. Il y a d'autres intellectuels avec qui nous partageons les mêmes points de vue qui vont se retrouver au Parlement après le 20. Donc ça peut apporter une autre dynamique. Ça signifie que la question devient officielle. Donc le peuple, les représentants du peuple ont récupéré cette question. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui plus de 10 millions de morts. Vous partez à l'Est actuellement, nous avons 7 millions de déplacés internes. Les représentants du peuple ne parlent pas. Normalement, c'était les questions qu'on devrait interpeller le gouvernement. D'abord, pour la sécurisation de l'Est, pour récupérer nos territoires occupés par les troupes rwandaises et ougandaises. Ensuite, comment s'occuper de ces 7 millions? Ça fait combien de fois, combien d'années? Les enfants n'étudient pas. Les enfants, donc les gens sont mal nourris. Il y a une grande misère. 7 millions. C'est tout un pays, c'est presque les Gabon, plus les Rwandais, les Gabon plus le Congo-Brazzaville. Ça fait à peu près 7 millions de la population, quoi. Donc, comment est-ce qu'à notre niveau, les responsables, surtout moi je parle comme en tant que député, pourquoi ça n'occupe pas? Donc notre entrée au Parlement, ça va quand même faire bouger les lignes. Et si jamais vous faisiez élire député national, vous pensez que face à la contrainte de la majorité au Parlement, vous aurez votre langue libre, vous aurez cette marge de manœuvre de parler toujours de cette balkanisation? Oui, mais comment? Le peuple va nous confier une mission. On a des comptes à rendre au peuple. Le peuple veut être libre et indépendant. Le peuple veut avoir un bien-être. Donc, en tant que député de Congo, de Kinshasa, député national, je pense qu'on va porter les projets du peuple. Le projet du peuple, c'est quoi? C'est récupérer nos territoires. Notre territoire national, qui est une partie qui est occupée par le Rwanda et l'Ouganda. Il faudrait que nous récupérons ça.
Mais c'est comme ça qu'on dit non, il faut que les débats soient au Parlement. Parce que quand les débats sont au Parlement, on peut interpeller les ministres. On peut interpeller n'importe qui, même au niveau de l'armée, pour qu'on voie clair. Donc c'est important aujourd'hui, vu la situation dans laquelle nous vivons. Plus de, je dirais, 25 ans, 26 ans de guerre. La guerre ne termine pas. Mais on est surpris de voir que les Congolais, la classe politique congolaise, ne fait pas de cette guerre les problèmes de la société. Ça nous coûte cher d'abord au niveau budgétaire. Il faut financer il faut financer l'armée, il faut acheter des armes, payer les militaires. Ça nous coûte extrêmement cher. Et ça nous bloque au niveau du développement du pays. Donc l'argent qui devrait être investi dans l'éducation, dans la santé, pas dans l'armement et dans la formation des militaires. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un véritable débat pour que notre armée soit capable de mettre de l'ordre et qu'on évite aussi que les Rwandais et l'Ouganda nous pillent nos richesses. L'or, le coltan et les diamants. Tout passe par le Kigali et par Kampala. Donc c'est les débats que les députés qui seront élus au Parlement vont quand même faire pour que le Congo retrouve ses richesses, retrouve ses intérêts. Alors, j'aimerais aussi vous poser cette question, Freddy Mulumba. Aujourd'hui, les politiques s'appuient sur des bases sociologiques pour asseoir leur carrière politique. Est-ce que cette montée des tribalismes n'est pas aussi une sorte de talon d'Achille de la balkanisation? Oui, je peux vous dire que les tribalismes n'existent pas en politique. Ce qui existe, c'est le clientélisme politique. Ce n'est pas le tribalisme. Normalement, quand on dit tribalisme, c'est quelqu'un qui a qui veut imposer ses valeurs sur quelqu'un d'autre. Mais quand vous regardez ce qui se passe, tous ces conflits-là qu'on dit des conflits tribaux, il y a, je te prends un exemple un peu très précis, le conflit Kasayen-Katanga ou Katanga. Ce n'est pas un conflit que les Katangais veulent imposer leur culture sur les Kasaïens, ou bien les Kasaïens veulent imposer leur culture sur les Katangais. Mais les conflits apparaissent quand il y a des élections, donc conflits politiques. Les conflits apparaissent quand il y a, par exemple, des postes à promouvoir à l'EGKM ou bien à la CRCZ. Donc, comme ces conflits ne sont pas bien canalisés, ne sont pas bien résolus, ça prend ce qu'on peut appeler les caractères tribaux. D'ailleurs, quand vous regardez les noms Kasaïens, Katangais, ce sont des créations des élites. Les populations qu'on appelle Kasaïens, qu'on appelle Katangais, ce sont pour la plupart sont les peuples Luba. Les Luba qui sont restés au Katanga, qu'on appelle Balubakat. Les peuples qui sont partis en Boujima, qu'on appelle Baluba. Les peuples qui sont partis à Kananga, qu'on appelle le Luwa. C'est le même peuple, il n'y a pas de différence. Et vous verrez la même langue qui parle. Mais pourquoi les problèmes apparaissent? Ce sont les élites. Pour accéder au pouvoir, pour avoir accès à quelques privilèges, tentent de mobiliser ses propres frères pour dire que si moi je ne suis pas au pouvoir, vous n'allez pas bien vivre. Si moi votre frère, je n'ai pas un poste de directeur dans telle entreprise, donc nos intérêts ne sont pas représentés. Voilà le problème. Donc, ce sont des problèmes sociaux, problèmes politiques qui ne sont pas bien résolus, qui ne sont pas bien canalisés, qu'il n'y a pas de canaux d'expression qui sont, je dirais, un peu dans un système qui peuvent permettre aux gens de s'exprimer librement. Comme il n'y a pas ces canaux, ça passe par des canaux dits tribaux ou bien tribaux. Donc, il n'y a pas de tribalisme, il y a ce que je peux appeler l'éclantisme politique. Vous allez voir au Katanga aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Katangais. Les Katangais n'ont jamais existé. Il faut relire l'histoire. C'est vers les années 55 que les mots Katangais commencent à apparaître. D'abord, c'était des Blancs, des colons belges qui ne voulaient pas quitter les Congo, qui se disaient Katangais. Et ce discours a été récupéré par les hommes politiques, en commençant par Tchombe. C'est comme ça que le mot Katangais apparaît. Mais si vous posez la question à Mwatayav, qui est l'empereur Lunda, allez lui poser la question s'il est Katangais. Merci.
Merci Freddy Mulumba. Je rappelle que vous êtes candidat député national à Lukunga, numéro 40. Non, 940. 940, merci. Vous risquez de voter quelqu'un d'autre. Exact. Je parle à vos électeurs de la Lukunga. Et aussi, vous êtes ancien directeur général de la RTNC, ancien directeur général du groupe de presse Le Potentiel Radio-Télévision 7. À la base, vous êtes journaliste, il faut dire. Alors, je viens à vous mettre Mike, maître Michel Kazadi. Alors, l'on constate une sorte de déferlement en politique. Les Congolais ne peuvent-ils pas investir autrement qu'en politique? Et selon vous, qu'est-ce qui justifie cet engouement vers la politique? La politique, elle est l'art de gestion de la cité. Mais en Afrique, comme M. Mulumba l'a dit, beaucoup de personnes vont en politique non pas pour servir, mais plutôt pour se servir. Et c'est ce qui est regrettable. La majeure partie des candidats ne sont pas candidats. Si vous demandez à tous les candidats députés nationaux, tous les candidats députés provinciaux, conseillers municipaux, vous leur demandez qu'est-ce que vous allez faire en politique. Personne ne vous dira qu'il a un projet de société. Il ne sait même pas ce que c'est un parlementaire. Pourquoi on est parlementaire? C'est quoi les rôles d'un parlementaire? Il y a ceux qui vous diront mais ils ont fait quoi? Personne ne vous dira. J'étais curieux dans une chaîne de la place où j'ai suivi, on posait à un monsieur la question de savoir, vous êtes candidat pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la population? Et quelles sont les attentes de la population envers vous? Parce que c'est un candidat des députés d'une circonscription de la capitale ici à Tchankou. Curieusement, mon cher ami, le monsieur répond Nabeti Sabatu Deve Loterie. Donc ça, je me suis mis à rire. Vous vous imaginez? Donc il ne sait pas pourquoi il vient en politique. Donc la politique, c'est l'art de gérer la cité et la gérer convenablement. Mais beaucoup, c'est regrettable, c'est des fois la politique africaine de la République du Congo que nous regrettons. Les gens vont en politique non pas pour servir, donner les réponses aux problèmes sociaux, donner des réponses aux problèmes de la société, mais plutôt c'est pour les lucres. Beaucoup qui vont là-bas, si vous posez la question, ils visent le prétendu 21 000 qu'on prétend avoir remis aux députés sortants. Mais quand vous vérifiez, en âme et conscience, des fois c'est les gens, par manque des partisans ou des sympathisants, beaucoup de ceux qui ont des partis politiques, parce que nos partis politiques aujourd'hui en République du Congo, ce ne sont pas des partis qui forment la masse. Ce sont des partis, des regroupements de masse. Alors que lorsque les gens y vont, c'est pour être formés. C'est ça le rôle aussi d'un parti politique. Mais chez nous, on ramasse qui on veut, on veut pour gonfler peut-être les nombres afin de se prévaloir qu'on a présenté tel ou tel candidat aux élections. Et justement, en parlant du gonflement de nombre de candidats, faut-il pas remettre en question la loi électorale qui a un certain prérequis, notamment atteindre le seuil de recevabilité, c'est-à-dire le 60% de sièges du Parlement. Plus ou moins 300 députés pour un regroupement politique. De tous ces candidats députés nationaux, aucun parti, consciemment, ne sait s'il va atteindre les... Ce n'est pas le problème de la loi électorale. La loi électorale pose les jalons. Mais est-ce que la multiplicité des partis et regroupements politiques vont faire que l'on puisse obtenir le seuil? Je ne pense pas. Parce que la majeure de ceux qui sont dans les regroupements politiques n'ont même pas de conviction dans les propres regroupements politiques. En commençant par celui qui a créé un regroupement politique. Si vous lui posez la question, ils ne vont pas vous dire pourquoi. Regardez la manière dont ces regroupements politiques ont été faits. Donc, on fait parce qu'on a vu M. Mulumba faire. Vous avez dit qu'il est journaliste. Pourquoi vous êtes devenu journaliste? Parce que j'ai vu M. Mulumba être journaliste. Mais vous ne savez pas pourquoi lui, peut-être que c'est une vocation de faire la politique. Est-ce que de tous les candidats, vous avez déjà vu quelqu'un qui parle d'un programme qui l'amènera à l'Assemblée nationale pour
des questions culturelles, des questions agricoles ou des lois sur l'agriculture. Personne. Et c'est le regret que nous avons dans la classe politique congolaise, mais la Constitution donne la liberté à tout citoyen d'avoir son parti politique, son appartenance politique. Vous ne pouvez pas interdire. C'est la loi, on peut que se soumettre à cette loi qui est notre Constitution de la République démocratique du Congo. Et globalement, quel aperçu avez-vous de la politique congolaise? Comment remédier à tous à tous ces mots qui rongent même, s'il faut le dire, notre système politique? Dans notre pays, accorder les remèdes au système politique, nous avons hérité, M. Moulimba l'a dit, des systèmes coloniaux. Je vais partager l'avis d'un monsieur que j'ai suivi récemment. Il dit l'Afrique doit s'approprier de sa propre politique. Parce que lorsque nous avons la politique du copier-coller, on ne sait même pas pourquoi on est politicien, pourquoi on est en politique. La majeure partie de notre classe politique, c'est une classe politique à refonder. Ce n'est pas une classe politique modèle. Depuis 1960, c'est du copier-coller. Je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, j'ai rencontré monsieur, on parlait politique, on discutait. Il m'avait fait rire. Il me disait, maître, lorsque nous étions tout petits, en 1960, le comportement de l'homme politique est le même, il n'a pas changé. Et il y a eu un groupe en 1960 qui disait, nous avons les livres d'or. Et les gens ont développé ça. Non. Si vous regardez même aujourd'hui, même dans les milieux politiques, on vous dit, c'est tel politicien qui détient les livres d'or. Lorsque vous allez chez les militants du Palou, ils vous disent que ce sont eux à qui les livres d'or de l'indépendance a été remis. Et ce monsieur me faisait rire, il dit, maître, lorsque au fur et à mesure je grandissais, j'ai appris que les livres d'or, c'est même un cahier que vous pouvez mettre là. Nous tous nous signons qu'on a été dans une émission. Mais vous voyez, les gens ont grobé ça, mais il faut éduquer la population sur ce que c'est la politique, ce que c'est l'homme politique, pourquoi on est en politique et pourquoi on fait la politique. Dès qu'on arrivera à éduquer la population en ce sens, je crois qu'on aura à sélectionner la classe politique de demain, pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et dernière question, est-ce que vous pouvez aussi, vous faites aussi un parallélisme, justement en parlant des candidats au niveau de la législative nationale? On peut faire un parallélisme avec la présidentielle, où il y a également des candidats, nous sommes en pleine campagne électorale. Vous vous rendrez compte qu'il y a de ceux qui... de ce candidat, qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont déjà avec leur campagne électorale. Et voilà, il n'y a que quelques-uns qui se démarquent des autres. Peu d'ailleurs. Vous savez, j'avais posé la question à un candidat qui est en face de moi. Il vous a dit que c'est par ambition. Mais il y a ceux qui n'ont pas d'ambition, mais qui ont été portés candidats. Ils ne savent même pas pourquoi il est candidat. Donc, il y a Katotia Kombo Nayo. Vous voyez, lorsque vous avez ces genres de personnes, ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Et il y a des candidats qui ont été faits candidats en l'air promettant moins merveille, que l'autorité morale nous donnera les moyens pour battre campagne. Que les partis nous donneront les moyens pour battre campagne. Et il y a ceux qui pensent que c'est le moment de se faire un peu d'argent, un peu de sous, mais ils n'ont pas de conviction en ce qu'ils font. C'est pourquoi vous voyez même, comme il y a la liberté reconnue à tout le monde, que vous voyez, il y a des candidats présidents de la République qui vont encombrer la charge à la CENI et se prévalent que la CENI a fait ceci, la CENI a fait cela, alors qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont candidats. Et vous demandez, j'ai suivi un candidat président de la République, on lui a posé la question, comment sera votre budget? Il dit, c'est lorsqu'il sera aux affaires qu'il va comprendre ce que c'est un budget de l'État. Donc, il n'a même pas compris, c'est pourquoi il est candidat président de la République. J'ai suivi, vous avez suivi, je crois que vous êtes averti. On pose la question à un candidat sur la gestion de la sécurité. Il vous répond que je mettrai fin à la guerre dans 6 mois. Quel est votre calendrier? Personne ne répond. Et vous avez peut-être qu'il ne veut pas livrer sa recette. Non, vous savez, dès lors que ces régimes n'a pas... Vous savez, la programmation, vous savez, lorsque vous venez dans cette émission, vous savez programmer, vous savez que j'ai tel invité, je vais parler de ceci et de cela. Il prendra 12, 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes.
C'est ça la programmation. Mais les candidats que nous avons, que ce soit au présidentiel, la majeure partie, c'est des candidats. Vous avez vu vous-même qu'à peine, même pas 2 semaines de campagne, beaucoup ont commencé à faire les ralliements. Il y a ceux qu'on achète, il y a ceux qu'on prétend qu'ils ont. Donc, des gens qui vont à l'élection présidentielle sans conviction. Nous sommes un peu ce qu'ils font. C'est regrettable pour la classe politique. Vous devez aussi comprendre que les candidats sur les terrains, je parle des candidats présidents de la République, ils s'élancent beaucoup plus de pics plutôt que ils ne sont pas trop dans la description de leur programme, de la description de leur projet de société. Mais ça, je ne crois pas parce que vous allez entendre Félix Tshisekedi qui parle de Katumbi, un candidat des étrangers. Il y a Katumbi qui traite Félix Tshisekedi des menteurs. Et voilà, ce sont des pics qui s'élancent. Ça, c'est des pics électoralistes pour séduire les électeurs. Mais je pense que, là, vous me permettrez, M. Tshisekedi, le candidat le plus en vue pour tout le monde, c'est qu'il a un programme très simple. Vous avez vu plus fort, plus uni, plus de progrès. On a dit, soit avec les mêmes acquis, on retourne à zéro. C'est un slogan de campagne. C'est tout un programme. Répartir à zéro ou conserver les acquis. Mais c'est ce que vous remarquez chez les autres candidats. Ils n'ont que de la critique politicienne, mais ils n'ont pas de remèdes sur toutes les questions. J'ai suivi M. Katumbi lorsque vous allez en sa campagne. Il se comporte comme un footballeur. On comprend que c'est son terrain le plus en vue. Il se comporte comme un footballeur. Il dit, va, on vous a dit ceci, c'est la main. Lui-même, lorsqu'il était gestionnaire, si on lui remettait les mêmes VAR, je pense qu'il ne sera pas en mesure de parler 2 ou 3 mots. Mais au moins, nous savons que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a un bilan qu'il présente à la population. Mais les autres ne font que critiquer, c'est des bonnes guerres en politique. Ils ne font que critiquer, vous avez dit, Tshisekedi, qui s'élance ses détracteurs à premier et merveille, avec un bilan mitigé. Et donc il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de signaux forts d'ici durant son quinquennat. Il n'y a pas eu d'avancée, en fait, en termes de réalisation. Ça, c'est un discours des politiciens. Vous savez, lorsque vous allez dans mon village natal, à Lukangu. Vous connaissez Lukangu, là où ça se trouve? C'est dans quelle province? Dans la province du Kassai oriental, à 70 km, 75 km de la ville de Mbujimaï. Lorsque vous allez demander à une maman de ce coin-là, la gratuité, elle est bonne ou pas? Elle va vous dire que c'est le meilleur programme que M. Tshisekedi puisse faire durant les quinquennats. Lorsque vous demandez à une maman du camp Luka, est-ce que la gratuité de la maternité, est-ce un bien ou un mal? Je pense qu'elle vous dirait que M. Tshisekedi mérite un deuxième mandat. Avec la gratuité de l'enseignement, par exemple, selon plusieurs observateurs indépendants, cette gratuité a revu à la baisse la qualité de l'enseignement. Il y a surpeuplement dans les salles de classe et il n'y a pas des infrastructures scolaires construites à la hauteur de ce programme même, ce programme phare du quinquennat de Félix Tshisekedi. Là, monsieur le journaliste, je peux vous répondre facilement. Vous voyez, lorsque nous sommes sur un terrain de football, vous allez au stade, généralement, j'espère. Lorsque vous arrivez au stade, les observateurs qu'on appelle les fanatiques, lorsqu'ils regardent des matchs de football, chacun donne son avis. Il vous dit, coach, il fallait sortir tel joueur, il faut faire ceci. D'ailleurs, s'il allait utiliser un système d'échec pareil, ça serait un meilleur jeu. Et lorsqu'on le met à la place, il ne saura pas répondre de ses attentes. Mais vous avez dit que ce sont des observateurs. Un observateur peut donner un avis négatif ou positif selon les camps dans lesquels il appartient. Mais pour celui qui est pragmatique, il sait que M. Tshisekedi a un bilan à défendre et qu'il est en train de prouver au monde qu'il a un bilan. Il a un mandat constitutionnel à négocier. Pensez-vous qu'il pourrait aussi remplir au regard de son bilan que vous vantez? En tant qu'observateur, je pense que M. Tshisekedi n'a pas de concurrents en face. Il n'a que des troubadours en face. Et ils sont conscients. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont entrés eux-mêmes dans les camps d'opposition, c'est lancer des pics. Parce qu'ils savent, ils ont la conviction que M. Tshisekedi va empiler et c'est sans concurrent. Et pour preuve,
ils ne sont que dans les jérémiades. Il va tricher, il va faire ceci, Kadima c'est ceci, Kadima c'est cela. Mais le président hier, si vous l'avez suivi, il a répondu dans un média britannique en disant que il est convaincu qu'il gagnera, mais lorsqu'en tant que démocrate, on lui prouvera qu'il n'a pas gagné, il acceptera. Mais les autres ne veulent pas accepter cela. Mais là, au moins, il donne des pistes. Il dit, si en tant que démocrate, il est prouvé qu'il n'a pas gagné, il endossera. Mais les autres ne sont même pas dans la logique qu'ils vont perdre les élections. Ils sont dans la logique déjà de préparer les gens à la contestation alors qu'ils sont en campagne. Et cette contestation n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé bien avant même que la CENI soit installée. Il n'y a pas seulement le politique, hein. Il y a aussi les missions d'observation électorale qui crient à la fraude en préparation. Peut-être que Félix Tshisekedi, il se connaît déjà, il s'avoue déjà vainqueur en disant c'est là. Quelles sont ces missions? Je parle par exemple la MOE, la mission électorale 5O SCC, qui reprochait à la CENI beaucoup d'erreurs dans ce processus. Que je vous rappelle quelque chose. Vous avez, un secret. Vous avez une minute. Une minute, moi-même d'une minute. Vous savez qui donne les orientations sur les observations? C'est lui qu'on délègue à l'observation électorale à la CENI. Vous savez, pour les CC et la SENCO, c'est M. Botoko. Et Botoko qui était challenger de M. Kadima pour le poste du président de la CENI. Pensez-vous qu'il sera correct? Et ceux qui l'envoient savent que c'est les candidats qu'ils avaient présentés contre M. Kadima. Et tout ce que M. Kadima fera, c'est comme quelqu'un qui a envie de présenter votre émission, on lui demande de venir vous observer à la présentation. Je pense qu'il ne vous cotera pas très bien. Merci maître Mike Michel Kazadi. Je rappelle que vous êtes un analyste politique, vous dites indépendant. Merci beaucoup. Je rappelle notre numéro de contact pour tous ceux qui veulent participer à cette émission. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Posez des questions aux invités et aussi aux candidats députés de la Lukunga, Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, je vous donne 5 minutes pour cette question. Pour répondre à cette question, disais-je, vous avez reçu les soutiens des compatriotes de Rutshuru, bien que ces derniers ne sont pas concernés par les votes. Pensez-vous que cela impactera à votre électorat? Dites-nous-en un peu plus. Oui, je pense que généralement, les gens à Kinshasa ne sont pas mieux informés de ce qui se passe à l'est du Congo. Je pense que les populations de Rutshuru, tout comme du nord et sud Kivu, qui vivent ici, qui sont les concernés, voudront assez que leurs problèmes soient portés par certains candidats. J'ai eu les gens de Rutshuru, j'ai eu les gens du sud Kivu, qui sont venus me soutenir parce qu'ils savent très bien que depuis plus de 10 ans, je défends les Congolais donc, qui sont menacés par le Rwanda, qui veut prendre leurs terres, donc qui veut baptiser le Congo. Donc on a quand même le soutien de ces compatriotes, ce sont des Congolais, bien qu'ils ne votent pas. Hein, beaucoup ne votent pas parce qu'ils ont fui la guerre, ils sont à Kinshasa. Ils n'ont pas de carte d'électeur, mais du moins, ils sont conscients que notre présence au Parlement apportera quand même un grand changement. Moi, je ne suis pas de l'Est, je ne suis pas de Kivu, je suis de Kasaï. Mais j'ai commencé à faire ce combat depuis 2009. Donc, je ne le faisais pas parce que je cherchais un poste. Je le faisais parce que j'étais conscient qu'une partie du pays était menacée. Si demain le Congo perd le Kivu, le nord et le sud, le Congo n'existera plus. Donc là, ce qui se passe au Kivu doit nous concerner. Nous devons porter ça comme projet à défendre au Parlement. Donc leur soutien est nécessaire pour moi, au moins sur le plan moral, bien que certains, il y en a qui ont leur carte d'électeur, mais d'autres n'en ont pas. Mais quand même, c'est quelque chose de positif. C'est l'une
de, 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 deux erreurs, s'il faut dire, qui entachent ce processus électoral. Une partie des fichiers qui se trouve être, je dirais, détériorée. Oui, je ne pense pas parce que c'est la première fois. En 2000, je pense 2018 ou bien avant ça, il y a eu des élections dans ces pays. Il y a eu des coins, il n'y a pas eu d'élection. On les a organisées après. Je pense à Beni Boutembo. Il y avait des conflits armés. Donc, je pense que le président était très clair. Dès qu'on met l'ordre à l'est du Congo, il y aura élection. Donc, ils vont voter. Freddy Mulumba, on a vu des gens promettre la chicotte une fois élu, député national. Et finalement, au Parlement, il n'a pas usé de cette chicotte. Ne risquez-vous pas de tomber dans ces cas de figure? J'ai quand même un passé, je ne viens pas guinéen. J'ai occupé de postes importants dans ces pays. J'ai passé beaucoup de temps dans la presse, donc on me jugera sur l'État. Donc, moi, je suis très confiant. Je pense que mon passage au Parlement laissera des traces. Parce qu'on n'y entre pas pour manger, on y entre pour défendre le peuple, défendre les intérêts du Congo. Vous savez, nous traversons une période difficile. Il y a des mutations géopolitiques aujourd'hui. Il nous faut au Parlement des gens qui maîtrisent la géopolitique, des gens qui maîtrisent l'économie, des gens qui maîtrisent d'autres sciences, de façon que quand tu as des problèmes au Parlement, qui est quand même spécialiste, on ne peut pas comprendre qu'au Parlement, qu'on ait des illettrés. C'est très difficile. Donc, c'est là où moi je dis, nous avons une chance aujourd'hui d'avoir des élections libres et transparentes. Le peuple a le pouvoir de choisir ses propres représentants. Il faut qu'il fasse un bon choix contre tous les voleurs. Vous savez, il y a beaucoup de détourneurs qui sont parmi les candidats. On demande au peuple de ne pas voter pour eux. Contre tous les traîtres, ceux qui ont trahi la patrie, il ne faudrait pas que le peuple leur donne les mandats. Et contre tous les bandits qui ont tué les Congolais. Il ne faut pas voter pour ces gens-là. Donc si par hasard, notre peuple vote pour les voleurs, pour les bandits, pour les traîtres, il faut dire que le Congo n'a pas d'avenir. Donc là, on dira que le peuple a les dirigeants qui le méritent. Mais si la population, le peuple vote pour des gens qui sont capables d'apporter certaines solutions aux problèmes de la société, d'améliorer leur bien-être, et de leur donner la liberté et l'indépendance, de donner la grandeur à ce pays, je pense que le peuple pourra rendre un bon service à la nation. Donc, la population congolaise a le pouvoir aujourd'hui de sanctionner tous les voleurs, tous les pilleurs, tous les bandits et tous les traîtres. Votre discours anti-balkanisation, visiblement, ne touche que une catégorie de la population, je cite l'élite. Et non, cette population non élite, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Comment feriez-vous pour que vous atteigniez même le Congolais qui ne connaît rien de votre lutte contre la balkanisation? Je pense que notre peuple a le bon sens. Il a compris que la patrie est menacée. Si vous partez dans des marchés, vous demandez est-ce que vous voulez que les Rwandais prennent les Kivu, on va vous dire non. Donc, le peuple congolais n'est pas prêt à accepter la balkanisation de leur pays. Donc, c'est vrai, nous parlons en français, mais quand même, il y en a qui parlent en lingala et le peuple est au courant. Merci. Merci Freddy Mulumba. Alors, Maître Michel Kazadi, comment entrevoyez-vous le déroulement de la campagne électorale sur le terrain, notamment du côté de la présidentielle? Peut-on dire que la désunion de l'opposition fait déjà le lit du pouvoir? Félix Tshisekedi a une longueur d'avance au regard de cette course des opposants qui vont en ordre dispersé, si bien qu'il y a eu quand même ralliement du côté des Katumbi avec Sesanga, Matata, Kikuni et puis Diongo. Vous savez,
l'opposition en Afrique et l'opposition, comme vous l'entendez. C'est des gens aux ambitions toujours très démesurées. L'opposition en République démocratique du Congo, ce n'est pas des gens avec des idées. C'est des gens qui ont dans leur tête « ôte-toi que je m'y mette ». Ils n'ont pas l'idée que de former et des idéaux de concourir à la conquête du pouvoir et ce pouvoir, le conserver le plus tôt possible. Pour eux, parce que Tshisekedi ne me plaît pas, je deviens opposant. Il ne plaît pas sur tel point, tel point, tel point, tel point. La majeure partie de ceux qui sont donneurs de leçons sont bénéficiaires des services du pouvoir actuel. Il n'y a pas à faire l'élite de Tshisekedi. S'il y avait que l'opposition fait l'élite de Tshisekedi, Tshisekedi ne serait pas en campagne, il allait dormir et profiter du comportement des opposants. Mais Tshisekedi bat campagne parce qu'il sait que cette opposition a un calcul des étrangers. Ils font semblant d'être unis alors qu'entre eux, ils n'ont pas d'intérêt convergent. C'est des opportunistes de mauvais goût. Et pour ne pas permettre qu'ils crient demain que parce qu'on a été ceci, cela, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ainsi que M. Tshisekedi a pris des précautions. Lorsqu'il présentait sa candidature, il leur a dit « on sera avec vous dans les urnes » et a demandé à la population de veiller. Si c'était cela, il n'allait pas se comporter en démocrate et battre campagne. Et d'autant plus que cette opposition, c'est que c'est pour la première fois qu'elle bat campagne sans incident. Et s'il y a des incidents minimes qu'on peut décrire, ces incidents ne viennent que d'eux-mêmes. Qu'ils soient unis ou pas, leur union ne marchera pas, d'autant plus que chacun a des calculs politiciens. Chacun n'a pas d'ambition, mais chacun a des prétentions. Ils n'ont pas d'ambition. Tous ceux qui sont là, c'est un club d'amis qui ne veulent pas de la tête de Tshisekedi, accompagnés d'une force étrangère que M. Tshisekedi a dit, que c'est des forces obscures qui veulent la balkanisation du pays, comme M. Mulumba l'a dit. Ils veulent que le pays soit vendu aux étrangers parce qu'ils ont des calculs qu'eux-mêmes connaissent. Merci. Ils ne font pas l'élite de M. Tshisekedi. Merci. C'est des gens qui vont en ordre dispersé avec des intérêts divergents parce qu'ils n'ont pas un programme commun. Merci Michel Kazadi. Vous pouvez continuer à nous écrire, à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. On va devoir marquer une petite pause et on reviendra juste après pour lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Freddy Mulumba, candidat député national numéro 940 à la Lukunga, ici à Kinshasa. Il est face à Maître Michel Kazadi, qui est un analyste politique. Nous parlons justement de la campagne électorale et les offres politiques des candidats face aux attentes de la population. Nous passons maintenant à la lecture de vos messages. Bonsoir Moses. Le premier ennemi de Fachi, c'est d'abord l'UDPS et ses ministres. Nakan et Kabila campagne Ezosalama par le chef du camp. Et il dit, c'est Peter Kazadi qui lui donne tout. Moutarosa de l'autre côté. Massangou, il y a 18 000 francs. Comme côté Kamana, 25 000 francs. Venez vérifier s'il vous plaît, va policier. Kubomana Awa. Un message non signé. Votre message, bonsoir Christian, je ne sais pas où habitent ces membres de l'UDPS, sur Terre ou dans une autre planète. Monsieur Tulombo laisse notre pays divisé, lui accorder un autre mandat, le pays n'existera plus. Le premier mandat qu'il a acquis par une voie malhonnête, il a vendu notre pays aux Rwandais, il ne mérite aucun pardon du peuple, il doit partir, il s'est déjà enrichi, qu'il fasse déjà son Kingakati, El Bambela depuis Kanluka.
Autre message, bonjour RTGA, l'offre crédible pour l'avenir, la stabilité du Congo et des Congolais sans être roulés par les autres chefs d'État, c'est l'offre des Katumbi. Aujourd'hui, l'accord de cessez-le-feu est tombé, caduc, mais ces régimes sortants ne délogent pas les M23. Et pire encore, la force de l'EAC laisse leur matériel militaire au M23. C'est Roi David depuis Ngaliema. Vous confirmez ce que l'auditeur dit, que les forces de l'EAC laissent leur matériel Je pense qu'il n'a pas toutes les informations. Il faut attendre qu'on ait les informations. Autre message. Bonsoir en débrief, c'est Armand et Didi. Vous avez deux Tshisekedi sur le plateau. C'est son point de vue. Bonsoir ma radio, monsieur Freddy. Le bilan de Tshisekedi est négatif. Il ne faut pas faire le Djalilo. Un message un peu compliqué à lire. Bonsoir RTGA. Demande à monsieur Moulumba, avec ce budget de 16 milliards de dollars américains, pourquoi il y a des impayements partout? Kabila avec 4 milliards, payer tout le monde. Bref, votre bilan est zéro. Monsieur Nicolas depuis Lemba. Comment vous répondez à cet auditeur? Les pommes de chiffres, on ne peut pas beaucoup y entrer, mais je pense qu'on n'a pas toutes les informations sur ce que le président Tshisekedi a fait. Moi, je retiens une seule chose. Aujourd'hui, nous sommes respectés à travers le monde, en commençant par l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a une très bonne image. Il a imposé un certain leadership. Dans ces pays, personne ne pouvait attaquer Kagame. Aujourd'hui, le président Tshisekedi vient de déboulonner, déstabiliser, démystifier Kagame. Et donc, c'est une grande victoire pour le peuple congolais. On était tellement humiliés. Dans ces pays, tu peux parler de Kagame, demain matin, tu perds ton emploi. C'est mon cas. À la RTNC, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, avec Fachi, je pense que les choses sont très claires. Lui-même l'a dit clairement, il ne pourra jamais accepter que Kagame lui donne des instructions. Donc, voir les choses en termes de bilan, tout simplement, les gens qui crient à la télévision. Je prends toujours un exemple. Je suis parti à Kindele pour faire ma campagne. Les gens me disent, ici, il ne faut jamais attaquer Fachi parce qu'il n'y avait pas de route. Donc, on pouvait quitter le campus, passer par Kindele jusqu'à Kimwenza. La route est là, c'est grâce à lui. Je pense que ce sont des choses qu'il faut reconnaître. C'est vrai, tout n'est pas correct, mais il a fait un grand travail côté image du pays à l'extérieur. Il a fait un grand travail côté route, hôpitaux. Et quand vous visitez aujourd'hui l'hôpital militaire de Kanchachi, j'y étais, mais c'est un bijou. On n'a pas envié d'autres hôpitaux étrangers. On est en train de construire un Mayemo. Il faut y aller. Il faudrait que les gens apprennent à encourager ceux qui ont la volonté de faire du bien à notre peuple. C'est vrai, nous sommes pendant les périodes électorales. Il y a toujours des polémiques. Mais il faut aussi qu'on apporte certaines histoires claires, qu'on explique au moins, qu'on donne les faits. Et ça, c'est le travail des journalistes. Voilà pourquoi la presse doit faire son travail pour éclairer au moins notre peuple. Parce qu'ils disent qu'il n'a rien fait. Bonsoir ma radio. Jusqu'à présent, le régime Tshilé-Gelou n'a pas présenté son bilan avant de solliciter le suffrage universel direct du peuple congolais. Mais aussi nous constatons les dérapages pendant cette période de campagne venant du camp du pouvoir et aussi ils défendent toujours la CENI. Cela prouve que celle-ci n'est pas une institution indépendante mais du parti au pouvoir. Message de Madame Titi. Maître Michel, le dérapage que l'on constate durant le déroulement de la campagne électorale, on a vu Moïse Katumbi, le podium de son meeting à Lissala être détruit. Il y a eu mort d'homme à Kindu où il était en train de battre sa campagne. Sa sécurité n'a pas été non plus assurée à Kisangani, déplore ses collaborateurs. Y a-t-il pas... Comment vous jugez cela? Comment est-ce que vous commentez ce déroulement de la campagne sous ce genre de tensions?
Lorsque vous m'avez posé la question, je vous ai dit que sur le plan général, la campagne électorale de cette élection du 20 décembre se passe de façon calme et sereine. Nous pouvons que regretter certains petits dérapages. Et ça, c'est ce que nous décrions. Mais il ne faut pas profiter de quelques erreurs techniques ou de dérapages sécuritaires pour prétendre dire que les choses ne se passent pas comme il faut. Parce que vous savez, l'opposition de la République démocratique du Congo est caractéristique de mensonge. Il faut mentir, il faut dire des choses qui ne sont pas cohérentes pour peut-être attirer l'attention et de la sympathie des électeurs. C'est des bonnes guerres en campagne électorale. Mais je ne crois pas qu'il y ait des manières délibérées que ce qui est arrivé à M. Katumbi soit d'un camp ou d'un autre camp politique qui lui en fait. On lui en fait pourquoi? Parce que vous l'avez vu, circuler à travers la République et prétendre qu'il a rempli les milieux de sa campagne. C'est des faux fouillants qui pas de campagne. Merci beaucoup, maître. Nous prenons cela comme étant votre conclusion. Nous ne savons pas poursuivre la lecture de messages puisqu'il y en a plein qui affluent notre standard. Alors, Freddy Mulumba, votre conclusion également. Oui, je profite de votre micro pour demander à notre peuple de faire un très bon choix en tenant compte de certains critères. Il ne faut pas voter pour les voleurs qui sont connus. Il ne faut pas voter pour les bandits. Il ne faut pas voter pour les traîtres de la République. Donc, cette fois-ci, le peuple a l'occasion de sanctionner ces gens et de porter leur choix sur des gens qui vont quand même rendre leur vie heureuse, rendre leur situation, donc rendre leur liberté. Et parmi ces gens qui méritent leur confiance, il y a le numéro 940 que je porte au niveau de la Lukunga. Donc que le peuple congolais nous fasse confiance cette fois-ci pour que notre peuple, que notre pays connaisse quand même un certain changement. On a tellement été humiliés, il faut redorer l'image du pays à travers l'Afrique et à travers le monde et de savoir que si le Congo est debout, l'Afrique est debout. Donc nous avons cette mission de rendre une Afrique puissante, belle, une Afrique qui a confiance en elle, une Afrique libre, au sein duquel on trouve un Congo puissant, un Congo libre, un Congo prospère. Je pense que c'est le vœu du président Tshisekedi qui tient à ce qu'au deuxième mandat, qu'il puisse réaliser les rêves de son père, avoir un État de droit, un État moderne, un État proche du peuple et ne pas oublier les messages que son père lui a laissés. Les gens chantent toujours Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Qui est devenu un slogan creux, selon... Ce n'est pas creux, vous le dites parce que vous n'avez pas fait le tour. Il faut faire une étude comparative. Moi qui voyage beaucoup, on n'avait pas de considération pour les Congolais. Aujourd'hui, avec Félix, merci. On a commencé à nous respecter. Merci Freddy Mulumba. Je rappelle que vous êtes candidat numéro 940 à la Lukunga. Candidat député national, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, maître Michel Mike Kazadi, d'être venu une fois de plus en débrief après un bon bout de temps. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle a été réalisée et mise en onde par Yannick Mahamba. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'a présenté. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.